En fait, c'est pas de présenter, c'est vraiment de partager, alors c'est peut-être prétentieux, une expertise, je veux dire un savoir sur le vieillissement et surtout de proposer une vision, je pense, holistique, moderne, quasiment un plaisir de vieillir, parce qu'en général, associé au mot vieillissement, c'est des choses qui ne sont pas forcément très positives. Et vous allez voir qu'il y a moyen d'être acteur de son vieillissement. Et le titre de mon livre qui s'appelle « Je décide de vieillir bien » aurait pu être également « La dépendance n'est pas une fatalité ». Parce qu'on pense qu'on arrive dans la dépendance de la faute à personne. Et en fait, je ne vais pas dire qu'on est responsable de la dépendance dans laquelle on peut rentrer un jour, mais quand même un peu. Donc moi, je suis professeur Éric Boulanger. Je suis médecin, clinicien, j'entendrai parler de néphrologie, donc je viens de la néphrologie. Comme j'ai fait beaucoup de recherches fondamentales, j'ai switché en gériatrie biologie du vieillissement, parce que c'est la même discipline en fait, il y a une quinzaine d'années, et pour notamment travailler sur la biologie du vieillissement et une approche jeune du vieillissement. Si je devais me situer, je dirais que je suis pré-gériatre, je suis avant la gériatrie, et je suis entre la médecine générale, ce qu'on appelle maintenant les soins premiers, c'est la gériatrie aujourd'hui qui a pris à bras le corps cette discipline du vieillissement et notamment de la fragilité. Je vais en parler, c'est un mot qui est extrêmement utilisé, notamment depuis la Covid. Tout le monde parle des vaccins pour les fragiles, ceci pour les fragiles, mais c'est quoi une personne fragile? Parce qu'aujourd'hui, on a une définition qui est pas forcément bien clair. Donc vous voyez, moi c'est toutes mes institutions, donc le CHU de Lille, l'UFR 3S, c'est la faculté des sciences et du sport de l'université de Lille, l'Institut Pasteur et l'INSERM, à laquelle mon laboratoire a réussi à avoir un label. Donc ça c'est l'espérance de vie, vous voyez, depuis l'Égypte ancienne. Donc ça remonte jusqu'à quasiment aujourd'hui. Et vous voyez que notamment après la Deuxième Guerre mondiale, on a eu comme ça une envolée lyrique de l'espérance de vie. Il y a eu un moment en France, on gagnait 1 an d'espérance de vie tous les 4 ans. Donc ça c'est vachement bien parce qu'on se dit voilà, on va vivre très longtemps, mais vous allez voir qu'en France on vieillit longtemps, mais parfois qu'est-ce que c'est long, d'accord? Et je ne veux pas dire que c'est trop long, mais c'est pas forcément très fun de vieillir aussi longtemps en France. Et donc il y a quelques années, je la garde cette diapo, même si elle date de 2014 de mémoire, parce que vous voyez les 3 petits points ou 4 petits points qui montent là, on en était comme ça en 2014 et maintenant la réponse est non. On n'ira pas plus loin. D'accord ? C'est-à-dire que, sauf si on jouait avec des manipulations géniques ou génétiques, sauf si on allait plus loin que ce qui est aujourd'hui la médecine, on va dire, éthique, d'accord ? Même si on était sous une bulle, sans pollution atmosphérique, avec une alimentation optimale, avec une activité physique parfaite, avec une stimulation avec l'autre super, si on faisait marcher notre cerveau, on n'irait pas, il y a plusieurs études qui ont démontré, il faut retenir le chiffre de 120 ans. D'accord ? Alors, on va y aller certainement plus loin, ça c'est parce qu'il y en a qui vont jouer à la manipulation génique, si ce n'est pas déjà fait, en tout cas chez l'animal c'est fait, et puis il y a des médicaments qui sont en train d'arriver, ce qu'on appelle les sénolytiques, les médicaments qui vont liser les cellules qui vieillissent, qui vont peut-être permettre d'aller plus loin. Mais le but aujourd'hui, c'est de rester dans l'éthique, c'est d'aller le plus loin possible, en meilleure santé possible. C'est pas la peine d'aller très très loin. On pensera par exemple à la reine d'Angleterre qui était encore bien 48, enfin a priori bien 48 heures avant de nommer sa dernière première ministre. Elle a eu vraiment un vieillissement réussi. Bon, après, il y avait tout un contexte. Elle était sous une cloche, cette dame. Mais enfin voilà, elle a vraiment été au vieillissement réussi très très loin. Donc là, vous voyez en gris, c'est la pyramide des âges, la fameuse pyramide des âges française. On a un équivalent vers l'Allemagne. Après, il y a des pyramides qui sont complètement différentes en fonction des pays et surtout de leur histoire. Et donc, vous voyez, ce qui est grisé, c'est en fait la pyramide des âges aujourd'hui, en 2020, et le trait noir, c'est la projection 2070, d'accord ? Et donc, vous voyez qu'il y a un gap, donc tout ce gap qui va se remplir, là où il y a la flèche rouge, je ne l'ai pas mis chez les hommes, mais c'est exactement pareil, toute cette partie, c'est, alors j'ai peut-être utilisé un mot pas très joli, mais c'est un tsunami de personnes âgées. Et des personnes âgées qui vont être bien, mais des personnes âgées qui également ne vont pas être bien, c'est-à-dire qu'elles vont être dépendantes. Et
la dépendance n'est pas une fatalité. Je vais essayer de vous le démontrer, de vous convaincre, mais si vous êtes là un samedi matin à 10 heures, c'est que vous avez compris que la dépendance n'était pas une fatalité et que vous êtes proactif sur votre question en termes de santé et d'avancée en âge. Donc là, je vous disais qu'on gagnait encore il y a quelques années 1 an d'espérance de vie tous les 4 ans. Donc vous voyez que l'espérance de vie pour les femmes, aujourd'hui, on est à peu près à 86 ans pour les hommes, 80 ans grosso modo, et l'écart entre les hommes et les femmes tend à se réduire. Donc ça, on est super content parce qu'on fait partie du top 10 des pays qui ont la meilleure espérance de vie. C'est vraiment super. On se comparera au Japon, à l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les pays qui nous entourent, le Canada. Donc ça, c'est vraiment très très content. En revanche, le chiffre qui est pas bon chez nous, et vous en avez très certainement entendu parler, c'est l'espérance de vie en bonne santé, ou espérance de vie sans incapacité. Et là, vous voyez qu'il n'y a plus beaucoup de différence homme-âge, mais on est à un âge très jeune, c'est-à-dire aux alentours de 65 ans. Si on se compare au Danemark, le Danemark pour moi, puis pas que pour moi, pour la science, c'est le pays où on vit le mieux, où on avance en âge sans la moindre dépendance, en tout cas dépendance limitée. Si on se compare à ce pays, on a pour habitude de dire qu'en France, quand on passe à la retraite, on a 1/4 de sa retraite sympa et les 3/4 avec incapacité. Au Danemark, c'est l'inverse. C'est 3/4 de la retraite sympa et 1/4 de la retraite avec incapacité. Et pourquoi? C'est une culture de la prévention le plus tôt possible dans la vie. D'accord? C'est-à-dire que c'est déjà à l'école, on apprend des réflexes de nourriture, d'activité physique, alors la méditation en pleine conscience n'existait pas, mais il y avait des ateliers comme ça où dès le plus jeune âge, il y a une culture de la prévention et du bien-être qu'on n'a pas du tout en France. Ça commence à arriver, mais c'est pas ce qu'on a appris nous quand on était plus jeune. Donc ça, c'est l'espérance de vie. Vous voyez, en France, plus c'est rouge, plus c'est mauvais. Donc vous voyez qu'en 90, il y avait quelques départements qui nous entourent et la Bretagne, et là, vous voyez que c'est pas mieux pour en finir. Et plus on avance, plus l'espérance de vie, en fait, il y a un écart nord-sud, mais ça, on le sait, Et ça, c'est s'il y a un lieu en France où il faut faire quelque chose, c'est très certainement à l'ouest et dans le nord, parce que si on a des actions de prévention, c'est certainement là où on aura les meilleurs effets visibles en termes de statistiques. Alors, à quel âge on commence à vieillir? Quand je fais le cours, une conférence aux premières années de médecine, en général, on me dit 80, 85 ans, 60 ans, 65 ans. Mais en fait, aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a des marqueurs qui, dès le plus jeune âge, commence déjà à influer, alors je ne vais pas dire votre vieillissement parce que c'est un raccourci, mais quelque part c'est ça, parce que le vieillissement en mauvaise santé, c'est celui qui vous emmène dans la dépendance, alors la dépendance à la maison ou la dépendance en maison de retraite, et tout ça, ça se programme très très tôt. Donc vous avez certainement entendu parler du programme, au départ on disait un concept, maintenant c'est un programme des 1000 premiers jours, donc c'est sous l'impulsion de l'Organisation mondiale de la santé, et en fait c'est à partir du jour de la fécondation, la grossesse, 270 jours, et les 2 premières années de vie, donc 2 fois 365 jours, on arrive à cette période des 1000 premiers jours, où alors au départ on parlait de programmation, maintenant on parle d'influence. C'est-à-dire que tout ce que va faire la maman, le papa, pendant ces 1000 premiers jours et les 2 premières années de vie, va avoir une influence, et non pas une programmation, sur la santé de la vie de l'enfant, qui va avoir bien entendu une influence sur la santé de l'adolescent, qui va avoir une influence sur la santé de la vie d'adulte, et la santé de la vie d'adulte va avoir de l'influence sur la santé de la personne qui va avancer en âge. Alors, vous voyez ici, c'est la vie, ça commence ici avec la fécondation, il y a le spermatozoïde qui rencontre l'ovule, et puis vous pouvez avoir des choses qui vont pas bien, votre maman qui fume, votre papa, vous êtes en tabagisme passif, et puis dans votre vie, vous êtes seul, vous êtes isolé socialement, culturellement, et ainsi de suite. Et puis vous pouvez avoir d'autres choses, des pathologies qui étaient potentiellement évitables, il y a un certain nombre de pathologies évitables. Souvent, vous m'entendrez dire éviter les maladies évitables, mais ça, on ne le fait pas assez en France. Et vous voyez qu'on peut comme ça aller vers la dépendance. Mais il y a une autre possibilité, un autre choix qu'on peut faire pour sa descendance, et soi-même, quand on devient adolescent, qu'on commence à avoir un peu une responsabilisation sur sa propre vie et sa propre santé, vous voyez qu'on peut avoir un parcours de vie tout à fait différent, et on sait que cette période est devenue vraiment une cible
Majeur. Alors, il ne faut pas faire culpabiliser les papas et les mamans, parce qu'aujourd'hui, on le sait, mais il y a encore quelques années, on ne le savait pas. Mais vous voyez, par exemple, aujourd'hui, on apprend à une maman, dès qu'elle sait qu'elle est enceinte, à ne plus se maquiller. Parce que dans le maquillage, il y a des perturbateurs endocriniens qui passent dans le sang et qui peuvent avoir une influence sur l'endocrinologie, les hormones de l'enfant. Et puis, on sait bien que les hormones peuvent avoir une influence sur des addictions et ainsi de suite. Quand il y a naissance à la maternité Jeanne de Flandre, et puis je crois qu'on est à 47 maternités en France maintenant qui sont labellisées maternité amie des bébés, quand l'enfant vient au monde, tout ce que touche l'enfant est perturbateur endocrinien free, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui peut permettre d'avoir une influence sur l'endocrinologie de l'enfant, les draps, les tétines, tout ça, il n'y a rien qui passe chez l'enfant. Quand l'enfant naît, il est mis bien entendu sur le ventre de la maman, mais on demande maintenant au papa d'être dans un fauteuil, torse nu, et quand l'enfant a été 5-10 minutes sur le ventre de la maman, on le met sur le ventre du papa, sur son torse, et il y a un câlin, il y a des échanges. On ne sait pas forcément encore très bien aujourd'hui ce qu'il y a comme échange, mais en tout cas, il y a une respiration, il y a une odeur, il y a des phéromones, il y a un contact qui se fait, et donc on connaît toute cette influence. Il y a également des nouvelles publications qui donnent le rôle du papa 4 mois avant la fécondation. Il peut y avoir une influence sur la santé du petit enfant avec le comportement du papa 4 mois avant la fécondation. Donc là, on n'est pas sur de la génétique, puisque le capital génétique, il est là, et puis c'est un peu la loterie, savoir quel est le spermatozoïde qui va gagner. Mais aujourd'hui, on sait que le spermatozoïde transporte ce qu'on appelle des messages épigénétiques. On pensait que tout rebootait et que le génome qui est transporté par le spermatozoïde était purifié, qu'il ne restait que la séquence des gènes pour créer ce qu'on appelle le stade morula ou blastula, tout après la fécondation. Et en fait, maintenant, on sait qu'il y a des mécanismes épigénétiques donc, qui permettent l'expression ou la sous-expression de bons et de mauvais gènes, en plus du capital génétique de ce spermatozoïde. Donc quasiment, si on fait un gros raccourci que je me permets de faire, mais c'est un peu de la provoque, c'est que 4 mois avant que papa rencontre maman, on est déjà en train de programmer la date d'entrée en institution de sa progéniture. Donc quand on me demande à quel âge on vieillit, il n'y a pas d'âge, c'est 4 mois avant que papa rencontre maman. Donc voilà, cette notion de vieillissement qui est en train d'exploser complètement, et également le chiffre d'âge. Moi, je ne veux plus qu'on me parle d'âge. Quand je fais le tour en gériatrie, les étudiants me présentent les patients. En général, c'est très routinier. Ces patients âgés 2 hospitalisés pour. Je dis, je ne veux plus l'âge. Vous me donnez le nombre de maladies et on discutera ensemble ce qu'on fait en fonction du nombre de maladies et non plus du tout en fonction de l'âge. Donc ça, c'est le concept des 1000 premiers jours. Vous voyez les 1000 jours pour la vie avec différentes choses qui sont proposées ici. Réduire l'exposition toxique pour la santé, donc ça c'est ce que je vous disais, mode de vie pour la santé et bien-être pour la santé. Donc dès qu'il y a une déclaration de grossesse dans ces maternités amies des bébés, il y a toute une procédure, une checklist comme un avion qui va décoller. Après, le papa et la maman le font ou le font pas, mais en tout cas, la science et la santé, le corps sanitaire donnent ces informations pour alerter, dire attention, ce que vous faites déjà maintenant aura une influence peut-être sur la santé de la vie de votre progéniture. Alors, les 2 grands handicaps de fin de vie, ils sont en général physiques et ou cognitifs. La première cause d'entrée en maison de retraite en France aujourd'hui, ce n'est pas la maladie d'Alzheimer, c'est la chute. D'accord ? Et on a l'impression que quand on va en maison de retraite, c'est toujours Alzheimer. Alors, on a tous peur d'Alzheimer, bien sûr, mais on n'a pas assez peur, je vais dire, du handicap ou de la dépendance physique qui arrive avec l'âge. Dire que l'Alzheimer a mangé le physique, en fait. L'Alzheimer a mangé la chute. Et alors, ce qu'il y a de surprenant, mais de plus en plus de sciences confirme cela, c'est que le handicap physique arrive en général en même temps que le handicap cognitif. Mais le cognitif, on le voit, et le physique, c'est normal, il est tombé, c'est normal, il est vieux, d'accord ? Il perd un peu la tête, Alzheimer, attention, d'accord ? Et donc il y a plein de choses comme ça, c'est pas normal. Et ça, il faut vraiment avoir cette culture-là. C'est pas parce qu'on est une personne âgée qu'on doit tomber. Si on tombe, c'est qu'il y a quelque chose à faire ou à tenter de faire pour ne plus tomber. Parce que si on tombe, on risque de se casser le col du fémur. Si on se casse le col du fémur, on risque d'être hospitalisé. Et puis si on bouge pas, de faire une escarre, et l'escarre s'infecte, et ainsi de suite. D'accord ? Donc aujourd'hui, je vais vous prendre, il y aura beaucoup d'images et pas beaucoup de texte. Le texte, c'est moi qui parle, je pourrais vous parler jusqu'à
2 heures de l'après-midi. Donc Jean-Claude, tu me feras ça parce que... en plus, vous allez voir que je vous présente ce qu'il y a dans mon livre, mais je vous présente également le package qu'on a mis en place sur la métropole lilloise pour justement essayer d'accompagner toute la population pour amener à bien vieillir. Donc, si on parle du vieillissement physique, je vais vous parler de 2 choses qui font tomber ou qui font qu'on rentre dans le handicap ou la dépendance physique. Je vais vous parler de l'os et du muscle, d'accord ? Alors ça, vous voyez, c'est la masse osseuse. À partir de quel âge on a une diminution de la masse osseuse? Donc vous avez les hommes, les mâles en bleu et les femmes en rose-orange. Et vous voyez qu'à partir de 40 ans, on commence déjà à avoir une perte de la masse osseuse. Donc on se dit que l'ostéoporose, c'est en général les femmes maigres, âgées et ainsi de suite. Non, non, non. Ici, vous voyez que ça commence très tôt. Et donc là, vous avez les 3 stades du vieillissement osseux. Vous avez l'os normal, d'accord ? Et vous avez ici à l'extrême droite, vous connaissez bien cette maladie qui est l'ostéoporose. L'ostéoporose, c'est une maladie, ça se traite avec des biphosphonates, un médicament bien particulier. Et entre deux, vous avez quelque chose qui n'est pas très connu, c'est l'ostéopénie. L'ostéopénie, c'est un stade intermédiaire, on pourrait appeler ça une certaine fragilité osseuse, et vous voyez qu'avec de l'activité physique, une alimentation enrichie en calcium et en vitamine D, vous pouvez rester ostéopénique, voire remonter. Alors je ne sais pas si dans la salle, quelqu'un a déjà fait ce qu'on appelle une densitométrie osseuse. On vous donne un résultat bleu, vous avez des courbes en fonction de l'âge, vert, orange et rouge, c'est comme les feux de signalisation dans la rue. Et ça, c'est une maladie, c'est un traitement, ça c'est réversible. Alors calcium, vitamine D, donc si on veut aller plus vite, votre médecin peut vous prescrire du calcium et de la vitamine D, mais sinon vous pouvez enrichir votre alimentation. Et en termes d'activité physique, pour les membres inférieurs, c'est la marche, notamment la marche nordique avec les bâtons. Pourquoi ? Parce que pour que l'os soit stimulé, il faut qu'il y ait des à-coups. Si vous voulez fortifier votre os en piscine, ça va servir à rien du tout. Ça, avec du calcium et de la vitamine D et de la natation, ça fera rien. Il faut que ça cogne pour stimuler les os. Mais vous voyez que là, aujourd'hui, on ne fait pas de test de densitométrie osseuse de manière systématique. On ne sait pas encore si ce serait rentable. Il n'y a pas beaucoup de pays qui le font, mais il y en a certains qui commencent à le faire à partir de 50 ans. Comme nous, on fait entre 50 et 70 ans la recherche de sang dans les selles et les mammographies. Moi, en tout cas, je suis aujourd'hui très pour qu'il y ait une ostéométrie réalisée à partir de, je dirais, 60 ans. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il arrive sur le marché maintenant des appareils où on peut le faire en échographie. Ce n'est pas encore du top, mais ça évite de faire une ostéodensitométrie dans un cabinet de radiologie où il faut un manipulateur radio, il faut des murs en plomb et ainsi de suite pour se protéger des irradiations. Mais en tout cas, voilà, il y a un enjeu aujourd'hui, c'est déjà savoir qu'avec une alimentation riche en calcium, en vitamine D et une activité physique qui claque, on peut tout faire pour ne pas avoir de vieillissement osseux. Et si on tombe, éviter de se casser le col du fémur avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Donc là, on est sur le vieillissement osseux qui est pas une fatalité, c'est ça que je veux dire. Alors après, bien entendu, il y a des facteurs de risque, comme la ménopause précoce, avoir eu beaucoup de cortisone au cours de sa vie qui peuvent accélérer l'entrée ici. Mais là, aujourd'hui, c'est la grande inconnue. Et d'ailleurs, le mot ostéopénie, il n'est pas très connu de la part du grand public et de la part du corps médical. C'est pareil, en général, c'est ostéoporose, c'est une maladie, et là, un traitement, et puis on se revoit dans 6 mois. Alors là, c'est le muscle. Vous voyez ici, ça c'est la baisse de la masse, de la force et de la puissance musculaire au fur et à mesure du temps. Donc tout ça, ça a tendance aussi à s'horizontaliser. C'est-à-dire que ça, c'était il y a quelques années, et on se rend compte avec le temps, c'est que bientôt, ce ne sera pas normal d'avoir une fonte musculaire avec le vieillissement. C'est parce qu'avec le vieillissement, on bouge moins, donc il y a une fonte musculaire, mais tout tend à s'horizontaliser. Alors peut-être que dans 50 ans, les élèves de mes élèves présenteront cette image et ce sera bien plus horizontal et il n'y aura pas ça en fin de vie parce qu'il y aura une culture de la prévention et qu'il n'y aura pas cette fonte musculaire. Alors comme je vous parlais de l'ostéopénie, il y a quelque chose qui arrive exactement pareil sur le muscle, et ça c'est un mot qui n'est pas connu, Alzheimer, je vais en parler, tout le monde le sait très bien ce que c'est la sarcopénie. Donc la sarcopénie, c'est quoi ? C'est une fonte du muscle. Donc là, vous avez une coupe ici, en pleine cuisse, c'est un scanner, et donc vous avez une tranche de gigot, autrement dit, humaine, je ne suis pas cannibale, et donc vous voyez, ici, il y a un petit peu de peau, il y a un petit peu de gras, là vous avez le fémur, et puis vous avez une bonne viande, c'est un homme de 24 ans.
Et là, vous avez la même coupe chez un monsieur qui est plus âgé, qui ne fait que 3141 pas par jour. Et vous voyez qu'il y a une certaine épaisseur de graisse et qu'il n'y a plus beaucoup de viande, il n'y a plus beaucoup de muscles. Et donc, vous imaginez si cette personne on lui fait un croche-pied, se prend les pieds dans un tapis ou je ne sais quoi, un chien qui lui saute dessus, il n'y a pas beaucoup de muscles pour pouvoir rectifier le déséquilibre. Et donc là, vous allez avoir, vous voyez ici, un homme de même âge qui, lui, fait 12 445 pas par jour. Et donc, comme je vous disais que la dépendance n'est pas une fatalité, l'ostéoporose n'est pas une fatalité et la sarcopénie n'est pas une fatalité. Mais encore faut-il en avoir la connaissance et de savoir ce qu'il faut faire. Et la population générale ne le sait pas. Et nous, soignants, on est mauvais. Et pourquoi on est mauvais? Parce qu'on ne l'apprend pas. D'accord, l'ostéoporose, on nous apprend, vous avez vu la photo d'avant, on nous apprend, ça c'est une ostéoporose, il y avait des facteurs de risque, on donne un traitement. Mais l'étape intermédiaire, aujourd'hui, on est très négligent parce qu'on ne nous l'a pas appris. Et les étudiants qui rentrent en faculté de santé, je parle des facultés de santé, rentrent tous aujourd'hui pour faire de la médecine curative. C'est good doctor, c'est urgent, voilà, les séries n'ont pas été très bénéfiques pour ça. Vous savez que Macron a mis en place le service sanitaire il y a quelques années. Les étudiants en médecine, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas parce que c'est de la prévention, on va porter la bonne parole. Nous, on veut être le grand docteur avec le col relevé, le stéthoscope autour du cou. Et j'ai proposé encore récemment aux doyens de faire une faculté de prévention. Comme ça, les étudiants sortiraient du bac et iraient d'emblée dans une faculté de prévention en sachant que c'est de la prévention qu'ils vont faire et non pas de la médecine curative. Ça mûrit, j'espère qu'un jour on aura une vraie faculté de prévention. Alors c'est la santé publique qui peut le faire aussi, mais la santé publique, elle a pris quand même, je trouve, une orientation extrêmement centrée sur les cohortes, la détermination des facteurs de risque et pas assez sur la prévention. Bon, ça change, je ne vais pas dire merci à la Covid, mais vous avez vu quand même que le vaccin, ça marche. Et la plus belle des préventions aujourd'hui, c'est quand même le vaccin. Et la plus grande avancée pour avoir l'espérance de vie qu'on a dans le monde aujourd'hui, ce sont les vaccins. Donc on peut dire merci à Pasteur, parce que si l'espérance de vie de l'humanité est aussi belle, c'est le vaccin. Donc ça, c'est le lien entre l'activité physique et la cognition. Donc vous allez trouver cette diapo un peu compliquée, mais je vais vous l'expliquer. C'est ce qu'on appelle une méta-analyse. Donc pour vous expliquer, ça va être très simple. Vous voyez, toutes ces lignes ici correspondent à des études. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'on dit méta-analyse. C'est une analyse d'autres études. Et donc là, vous voyez, il y en a une bonne trentaine. Et donc si toutes les analyses étaient avec leur point principal sur le 1, ça voudrait dire qu'il n'y a pas de lien entre l'activité physique et les troubles de la cognition. Et donc vous voyez que la moyenne de toutes ces études se situe en dessous de 1, avec un risque à 0,86. Vous voyez, la moyenne est en dessous. Ça veut dire, alors il n'y a pas forcément un lien de causalité, ce n'était pas le but de ces études, c'était est-ce que les gens qui font de l'activité physique ont une meilleure cognition. Et donc, quand vous faites de l'activité physique, vous avez moins de troubles cognitifs. D'accord ? Vraiment, j'insiste, il n'y a pas de lien de causalité prouvé par cette méta-analyse, mais voilà, c'est une piste. Alors, il y a certainement, plus on fait de l'activité physique, plus on va vers l'autre, mieux on voit, mieux on entend. Voilà, il y a tout un biais, mais ça veut bien dire quelque chose, c'est-à-dire que il y a ce lien qui existe clairement. Donc ça me permet de faire une transition sur la cognition. Alors à partir de quel âge on vieillit sur le plan cognitif et puis comment on peut prévenir. Alors là vous voyez c'est le cortex latéral préfrontal, donc c'est ici sur la gauche, regardez-moi, c'est là, ou sur la droite d'ailleurs, c'est de chaque côté. Et vous voyez que le volume de cette partie-là du cortex commence déjà à diminuer à partir de l'âge de 20 ans. Donc quand on dit qu'on est vieux à 80 ans, ça a commencé largement avant. Et là c'est pareil, on est sur les hippocampes. Les hippocampes, c'est des petits noyaux de cerveau qui sont en plein milieu du cerveau et qui sont les centres de la mémoire qui sont atteints par la maladie d'Alzheimer, quand il y a maladie d'Alzheimer. Et vous voyez qu'on est à un âge de 40 ans, à partir duquel on a une diminution potentielle de ce volume des hippocampes.
Donc là, c'est aussi quelque chose, c'est normal de perdre la mémoire quand on est âgé, et puis laissons-la tranquille. Vous voyez que ici, alors cette dame, elle est un peu isolée, elle est un peu triste, on n'a pas vraiment l'impression qu'elle réfléchit, elle est partie dans le vide, a priori, de la pensée, ou dans la pensée en boucle. Mais vous voyez que, en termes d'activité cérébrale, et là on n'est pas chez des personnes jeunes, on est chez des personnes âgées, il n'y a pas d'âge pour remettre en route son cerveau, parce que plus vous avez une activité cérébrale avec des niveaux différents, plus vous avez un effet sur la mémoire. C'est-à-dire que même quelqu'un qui est âgé et qui commence à avoir des troubles cognitifs, il faut continuer à stimuler. Ça, c'est quelque chose qui commence à être bien connu, mais c'est compliqué parce qu'il faut réussir à être disponible ou avoir les bons outils pour aider à stimuler le cerveau. Ça, c'est quelque chose de bien plus récent. C'est en fait l'effet des troubles auditifs. Alors, j'aurais pu faire la même chose sur la vision. C'est l'effet des troubles auditifs sur les scores de mémoire. Et donc, vous avez ici sur la gauche, en début d'étude, deux groupes qui sont comparables. Il y a un groupe qui a une audition normale et il y a un groupe qui a une audition altérée avec perte auditive. Et vous voyez qu'il y a un suivi qui est quand même fortement significatif, puisque c'est un suivi pendant 11 ans. Ils ont suivi ces deux groupes de normaux entendants et malentendants pendant 11 ans, et ils ont regardé le score de mémoire. Et donc, vous voyez, je ne sais pas si vous êtes habitué à ce genre de chiffres, le petit p, comme on dit. Et là, vous avez un petit p qui est extrêmement bas, et plus le petit p est bas, plus la différence en fait, entre les deux groupes est importante. Et donc, depuis une quinzaine d'années, on sait que quelqu'un qui doit se faire appareiller, qui ne veut pas le faire, il accélère son vieillissement cérébral. Et donc, si un jour il doit faire une maladie d'Alzheimer, il va la faire plus tôt. Ou s'il y a une maladie d'Alzheimer, ou d'autres pathologies de la mémoire, s'il n'y a pas d'appareillage alors qu'il y a un diagnostic de surdité, il faut forcer les gens, enfin forcer, non, je m'exprime très mal, il faut éduquer, il faut expliquer aux personnes, oui, votre appareil auditif, en plus c'est remboursé maintenant, il est important de le porter parce que toutes les minutes, heures, semaines que vous allez passer à ne pas recevoir l'information par votre trouble de l'audition, votre cerveau il reçoit moins d'informations, il se met au repos et donc votre cerveau accélère son vieillissement. Et c'est exactement pareil donc pour la cataracte, le nombre de gens qu'on peut voir en consultation qui disent « Oh, je vais attendre, de toute façon pour ce que je fais, c'est pas grave, je prends une loupe et puis je lis plus, mais c'est pas grave, ça me manque pas ». On sait très bien aujourd'hui que le fait de ne pas se faire opérer de la cataracte quand l'indication est posée, ça accélère le vieillissement cérébral et ça peut accélérer l'entrée dans la dépendance cognitive. Donc voilà, c'est toutes ces petites choses qui aujourd'hui, une chirurgie de la cataracte, c'est rien, c'est en hôpital de jour, même plus. Se faire appareiller sur le plan auditif, c'est remboursé par la Sécu. Donc voilà, on a aujourd'hui les moyens de mettre toutes les chances de son côté pour bien vieillir et éviter de rentrer dans le handicap. Et je reviens sur une des premières phrases du début de ma conférence, mon exposé, c'est « la dépendance n'est pas une fatalité ». Donc là, c'est une grosse méta-analyse. Donc ça, c'est, comme je vous disais, la maladie d'Alzheimer a mangé le physique. On est complètement passé à côté du rôle du sommeil dans le cadre du vieillissement. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose de majeur. Donc là, vous voyez, c'est encore une méta-analyse, mais là, on est quasiment si je me souviens bien, c'est plus de 50 études. Donc c'est une analyse méta d'une cinquantaine d'autres études. Et là, c'est le lien entre les troubles du sommeil et le déclin de la mémoire. Et là, vous voyez que la barre, elle est ici. Et en revanche, la moyenne de toutes ces études, là, c'est pas barre à gauche en dessous de 0, c'est barre à droite avec un risque à 1,68. Et donc, vous voyez que, en fait, quand il y a des troubles du sommeil, on a plus de déclin de la mémoire. Donc ça, c'est quelque chose d'assez récent. Et alors, d'encore plus récent, c'est une machine à laver qui a été mise en évidence dans le cerveau. C'est passionnant, ça me passionne cette histoire. C'est ce qu'on appelle le système lymphatique. Alors, lymphatique, vous savez ce que c'est, on parle de drainage lymphatique, ça on connaît très bien pour les jambes ou pour les bras, pour drainer la lymphe. Et le glin de glie, en fait la glie c'est une structure qu'on a dans le cerveau, c'est des cellules de maintien du cerveau pour faire rapide et facile. Et donc ce qu'on a appris il y a quelques années, c'est que toutes les 20 secondes, quand vous êtes en sommeil profond,
il y a ce système d'épuration de machine à laver qui va épurer votre liquide céphalorachidien. Le liquide céphalorachidien, c'est ce qu'on recueille quand on fait une ponction lombaire. On l'a dans la colonne vertébrale, enfin dans la moelle, autour de la moelle épinière, et puis on l'a dans le cerveau. Et donc toutes les 20 secondes, mais il faut être en sommeil profond, cette machine à laver qui est le système lymphatique se met en route et épure votre cerveau de quoi? Il épure votre cerveau des molécules, des protéines qui s'accumulent au cours de la journée. Donc moi, je parle, là, en ce moment, je fais très attention à ce que je dis pour ne pas dire de bêtises. Vous m'écoutez, donc vous êtes également en train de produire ces protéines. On est tous en ébullition cérébrale. Et ces protéines, il y a notamment les protéines qui s'accumulent au cours de la maladie d'Alzheimer, qu'on appelle la protéine Tau, la protéine Tau hyperphosphorylée, le peptide bêta-amyloïde. Voilà, toutes ces molécules qui sont là, qu'on est en train de produire, elles vont être épurées en partie quand on va passer cette nuit, ou si on fait une sieste, cette nuit, en sommeil profond. Et donc en fait, toutes les personnes qui ont des difficultés à atteindre le sommeil profond ou qui ne font pas des phases de sommeil profond suffisantes et suffisamment réparatrices accumulent ces molécules qui sont celles qui s'accumulent au cours de la maladie d'Alzheimer. Donc je n'ai pas dit que la maladie d'Alzheimer était une maladie du sommeil, mais on sait très bien qu'aujourd'hui il est très important de réguler son sommeil et les décalages horaires qu'on peut avoir quand on voyage. Pardon. Les décalages horaires des jeunes, le week-end où toute la semaine ils se lèvent à 7h et le samedi, vendredi et le samedi, ils se couchent à 7h, ils se font un jet lag de 12 heures. Les personnels qui alternent travail de jour, travail de nuit, on sait que ces personnels sont plus à risque d'avoir des, je ne vais pas dire un vieillissement pathologique, mais sont plus à risque déjà d'avoir des troubles de l'alimentation, d'avoir des addictions, d'avoir plus de troubles de l'humeur et ainsi de suite. Donc tout ça c'est un peu lié et aujourd'hui donc ce système est mis en évidence. Alors chez la souris, il a été démontré que quand les souris ont une alimentation enrichie en oméga 3 et qu'elles dorment la tête sur le côté, elles épurent encore mieux leur système lymphatique, enfin elles épurent le cerveau encore mieux. Donc voilà, c'est des choses qui sont assez récentes. On sait prévenir son vieillissement osseux, on sait prévenir son vieillissement musculaire, on doit savoir être gentil avec ses yeux, ses oreilles et son sommeil pour pouvoir mettre toutes les chances de son côté d'avoir un cerveau qui va vieillir bien. Alors ça n'éliminera pas le risque de faire des troubles de la mémoire en avançant en âge, mais ça va permettre de les retarder le plus possible si on doit faire une maladie de la mémoire en avançant en âge. Alors ça, c'est mon grand coup de gueule. C'est ce qu'il ne faut pas confondre entre les maladies dont la fréquence augmente avec l'âge, des maladies purement liées au vieillissement. Alors je dis pourquoi c'est mon coup de gueule, parce que vous connaissez le diabète de type 2, les diabétologues appellent ça maintenant une maladie liée au vieillissement. Mais si on garde cette notion de diabète de type 2, maladie liée au vieillissement, c'est j'y peux rien docteur, j'avance en âge. Alors que l'on sait très bien que le diabète de type 2, il y a le facteur de risque âge, puisque normalement à 20 ans, on n'a pas de diabète de type 2, je dis bien normalement, mais ça veut dire que si on réfléchit comme ça, on ne fait pas de prévention, puisqu'on ne sait pas aujourd'hui arrêter le chronomètre de l'âge. Ça veut donc dire, le diabète de type 2, docteur, c'est pas de ma faute, j'avance en âge. Eh bien, non, non et non, je vais dire comme Biden, don't et don't. Le diabète de type 2, le premier facteur de risque du diabète de type 2, c'est une mauvaise nutrition et la sédentarité. Ça veut dire qu'on peut prévenir le diabète de type 2 et dans l'absolu, le diabète de type 2, c'est une maladie chronique évitable. Encore une fois, évitons les maladies évitables, la dépendance n'est pas une fatalité. Et on connaît aujourd'hui toutes les complications qu'on peut avoir à petit feu du diabète de type 2, qui sont de grands pourvoyeuses d'entrer dans la dépendance. Et donc vous voyez ici, donc à gauche, moi je mets les maladies dont la fréquence augmente avec l'âge, la prévention est accessible et l'âge n'est pas le facteur de risque principal, on a des facteurs de risque modifiables sur lesquels on peut agir. D'accord ? Et alors à droite, là c'est, je ne vais pas dire tout l'inverse, mais presque, même si ça avance très vite, la science et la médecine, c'est qu'à droite, on est sur les maladies dont la fréquence augmente directement liée au vieillissement. C'est-à-dire que là, c'est vraiment l'âge qui est le facteur de risque principal et on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre pour essayer de contrôler
les facteurs de risque ou modifier les comportements pour éviter ces pathologies. Donc là, bien entendu, on parlera de la maladie d'Alzheimer. Aujourd'hui, on ne sait pas très bien d'où elle vient, même si on a identifié des facteurs de risque. Peut-être que dans 10 ans, je ne vous dirai plus la même chose, mais on sait aujourd'hui que hypertension artérielle, diabète de type 2, ce sont des facteurs de risque qui commencent à être bien identifiés pour la maladie d'Alzheimer. Peut-être que la maladie d'Alzheimer, elle sera là dans quelques années, avec comme facteur de risque, avant l'âge, l'hypertension artérielle ou le diabète. Autre remarque, aujourd'hui, on sait que quand on fait la Covid, on a une inflammation cérébrale monstrueuse. Vous avez entendu parler du Covid long. Est-ce que les patients qui aujourd'hui font une maladie d'Alzheimer n'ont-ils pas fait un Covid il y a 60 ans? On ne sait rien. On n'en sait rien. Ouais, j'évoque ça. Et si c'est ça, la maladie d'Alzheimer, elle passera ici. Ce sera une maladie post-infectieuse d'un Covid 60 ans avant. J'en sais rien, j'ai pas dit ça comme j'ai pas dit que la maladie d'Alzheimer était une maladie du sommeil. Mais voilà, tout ça aujourd'hui, ça change, on voit des choses arriver qui nous permettent de rebooter sur la pensée unique et classique. La DMLA, donc vous connaissez bien, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, elle porte son nom, elle est bien à droite, d'accord, maladie directement liée au vieillissement. Prévention pas facile. S'il y en a une des trois qui va basculer à gauche prochainement, c'est la DMLA. Il y a pas mal d'études qui sortent en disant que le tabac est un facteur de risque qui multiplie, selon les études, entre x4 et x6 le risque de faire une DMLA. Alors vous me direz, oui, mais il y a des gens qui font une DMLA qui n'ont jamais fumé. Oui, c'est pareil pour les cancers et ainsi de suite. Et donc, peut-être que la DMLA, dans quelques années, elle sera à gauche et elle s'appellera DMLT, dégénérescence maculaire liée au tabac, ou DMLAT, dégénérescence maculaire liée à l'âge et au tabac. On n'en sait rien, mais voilà, tout ça, ça bouge tout le temps avec l'avancée de la science, de l'épidémiologie et de la médecine. Donc cette fameuse fragilité, alors ça c'est une nouvelle façon de voir l'avancée en âge, où on n'est pas sur des maladies spécifiques et on n'est pas sur des organes, on est sur une fonction globale d'une personne. Et donc, peu importe le nombre de maladies qu'on ait, hypertension, diabète, cancer, peu importe, c'est comment, sur le plan fonctionnel de l'autonomie, on avance en âge. Et on a principalement 3 grands champs. On reste robuste. En 1922, j'ai 55 ans. Je décide de faire comme la reine d'Angleterre. Jusqu'à 48 heures avant ma mort, je suis robuste. Soit j'ai eu pas de chance, ou soit j'ai fait exprès et j'ai pas évité les maladies évitables, et je suis dépendant. Quand on est dépendant, en général, c'est installé et on ne sait pas réverser. Et puis, il y a cet état de préfragilité qui est un enjeu majeur, parce que vous voyez, la flèche, elle remonte. Alors, au pire, si on repère, on reste préfragile ou fragile. Au mieux, on remonte à robuste. Et là, on a une bonne qualité de vie jusqu'à sa mort, et puis on coûte moins cher à la société et on coûte moins cher à soi-même. Gros problème, il n'y a pas de prise de sang pour vous dire si vous êtes là, il n'y a pas de scanner, il n'y a pas d'IRM, il n'y a rien. Donc on est encore aujourd'hui sur des grilles, des échelles, des scores, et je vais vous présenter rapidement, en fin de topo, ce qu'on a proposé à Lille. Dans le cadre du livre, c'est un package, en fait, le vieillissement. Le livre n'est qu'une brique à l'édifice de ce qu'on fait à Lille. Alors la fragilité, c'est ça, quand vous alliez autour de Notre-Dame, grande dame, robuste de l'extérieur, robuste de l'intérieur, d'accord. Jamais on n'aurait pensé que des travaux et une petite étincelle allaient faire un dégât pareil, et ça va être réversible. La fragilité, c'est vraiment ça se voit pas, ça fait pas mal, on ne sait pas la dépister, donc on a mis en place, nous, notre programme Tempoform pour essayer, c'est pas parfait, mais pour essayer de dire « Ah, mince, peut-être que je suis fragile, peut-être que c'est réversible, peut-être que mon papa, mon grand-père, mon voisin est fragile, et peut-être que c'est réversible, et qu'on peut prendre en charge le plus tôt possible la petite dysfonction pour essayer de remonter à robuste. » D'accord ? Donc voilà, vous voyez, ça c'est la première définition de la fragilité, perte de poids involontaire, diminution de la vitesse de marche, faiblesse musculaire au grip test, c'est la pression dans la main, l'épuisement et puis la diminution de l'activité physique. Donc ça c'est le premier critère, c'est Madame Fried, Linda Fried, une gériatre du Kansas, aux États-Unis, 2001. Donc pas de critères, vous êtes robuste. 1 ou 2 critères, vous êtes considéré comme préfragile. Et plus de 3 critères, vous êtes fragile. Donc là j'ai mis l'exemple des 2 premiers points qui s'allument.
Vous voyez la fréquence, hein, donc c'est plus fréquent chez les femmes que chez les hommes. Et puis les préfragiles, vous voyez le pourcentage, c'est monstrueux, hein, c'est entre 30 et 45 selon les études, entre 30 et 45% de la population âgée de plus de 45 ans. Donc il y en a partout des préfragiles. Et qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement, les soignants, les patients eux-mêmes, pouf, on envoie dans le mur parce qu'on ne sait pas repérer, alors qu'aujourd'hui, on doit pouvoir repérer pour essayer de réverser. Donc là, vous avez un exemple, hein, c'est une patiente A, une patiente B, de femmes pareilles, 78 ans, elles sont hypertendues, elles sont à la maison complètement autonomes, elles font toutes les deux une infection pulmonaire, il y en a une qui récupère très vite et qui rentre à sa maison, et vous voyez l'autre, pouf, 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 elle est perdue, elle tombe, elle se casse le col du fémur, elle doit aller en maison de convalescence. Cette dame était très certainement fragile et on ne le savait pas. D'accord ? Donc ça, ce qui est super, c'est les centenaires des zones bleues. Je ne sais pas si vous connaissez les zones bleues. Il y a 5 zones identifiées au monde où il y a un pourcentage de centenaires tout à fait exceptionnel par rapport au reste du monde. Et vous voyez, ces 5 zones bleues, elles sont ici citées dans les rectangles bleus. Et donc, ce qu'il y a de génial, c'est que voilà les critères communs de ces centenaires des zones bleues. En fait, ils ont fait de manière naturelle, spontanée, culturelle, tout ce que la science démontre aujourd'hui. On est un peu à la croisée des chemins. Hein. Ils ont une activité physique, ils ont un but dans la vie, ils sont centrés sur l'interaction sociale avec la famille. Là aussi, ils sont engagés et ils sont utiles. Le fait d'avoir toujours un but, c'est quelque chose d'extrêmement important. Hein. Notamment, on sait qu'au moment de la retraite, il y a des difficultés qui peuvent apparaître, notamment chez l'homme, du grand vide, du sentiment d'inutilité. Les femmes sont souvent multitâches toute leur vie, et donc la retraite, c'est une tâche de moins, et parfois l'homme aspire à la retraite, et parfois il n'y a plus de tâches du tout, il n'y a plus de but, et c'est un peu plus violent. Et donc là, les centenaires, en général, il n'y a pas de retraite, quoi. Ça continue comme avant. Beaucoup de réflexions spirituelles, et là je pense qu'on peut faire une comparaison avec la méditation en pleine conscience. Hein. On sait que méditer permet de bien vieillir aujourd'hui, ça s'est prouvé. Des régimes très sains, principalement peu transformés, venant de la terre et de la mer. Pas d'excès en calories, petite consommation modérée d'alcool, notamment du vin, et puis ils ont la chance d'être dans des zones ensoleillées et non polluées. Donc ça, c'est comment on apprend la prévention à l'école. Et pour moi, c'est has-been en termes de vieillissement. C'est-à-dire qu'on a les facteurs de risque, hein, et donc on parle de prévention primaire, il ne faut pas fumer, il ne faut pas boire, il ne faut pas ceci, il faut faire de l'activité physique, et ainsi de suite. La prévention secondaire, c'est on dépiste les maladies. Prévention secondaire, c'est mammographie entre 50 et 70 ans, recherche de sang dans les selles. Et puis prévention tertiaire, c'est éviter les complications des maladies. C'est-à-dire que c'est quand on donne une chimiothérapie, par exemple, éviter qu'on plante complètement la moelle osseuse et qu'il n'y ait plus de globules. Mais jamais on a appris en prévention tertiaire de se dire attention, la complication des maladies, c'est également l'entrée dans la dépendance. D'accord ? Et en général, on s'arrête à la complication de la maladie, mais juste la complication très liée à la pathologie elle-même et sans vision de ce qu'il peut y avoir plus tard. Et donc nous, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est le faire dans l'autre sens, c'est que toute sa vie, on fait attention, je parle bien pour le vieillissement, hein, on fait attention à ne jamais rentrer dans la dépendance physique et ou cognitive. Et donc, on est plus sur de l'évaluation de dysfonction que de recherche de maladies d'organes. Et donc, aujourd'hui, c'est éviter les comportements à risque qui vont vous amener dans la dépendance physique ou la dépendance cognitive. Donc, c'est une manière complètement différente de penser. Et donc, on a mis en place à Lille un un programme qui s'appelle Tempoform. J'ai encore combien de temps ? Je vais bientôt arrêter. Voilà, Tempoform, c'est à Lille. Hein, c'est vraiment un parcours bien vieillir dans les Hauts-de-France. Donc c'est un consortium, le CHU de Lille, le CHU d'Amiens, une association de loi 1901 qui fait beaucoup de communication et d'action en santé pour bien vieillir, et puis Kelindi, qui est une start-up qui a développé une application. Et donc c'est quoi Tempoform ? Tempoform, vous pourrez le faire cet après-midi chez vous si vous voulez, vous téléchargez l'application et vous faites les tests, et à la fin, vous allez voir que l'application, elle va vous dire si vous êtes robuste, préfragile ou fragile, et en fin d'application, vous allez être redirigé, si vous le souhaitez, sur tempoform.fr, où c'est un centre de ressources qui va vous expliquer tout ça, et vous pouvez également cliquer pour aller sur un bilan de santé bien vieillir, où en 3 heures, on vous évalue toutes vos fonctions,
pour vous donner toutes les chances de bien vieillir. Donc c'est pour ça que je disais que le livre fait partie d'un package, hein, on est dans un concept lillo-lillois de départ, mais qui est aujourd'hui sur une dimension Hauts-de-France. Donc le site web, si vous n'avez pas de smartphone, vous pouvez faire le test. On a également une formation universitaire, on est à l'université Faites en Sciences, donc qui s'appelle AUEC, c'est Attestation universitaire d'enseignement complémentaire. C'est un tout petit diplôme universitaire hein, sur comment bien vieillir. Et puis on a, voilà, c'est avant de rentrer à l'hôpital Calmette, on a ici cet espace bien vieillir avec soit une téléexpertise pour les professionnels de santé, soit une téléconsultation, soit un bilan bien vieillir, où à la fin vous sortez et vous avez toutes les recommandations pour mettre toutes les chances de votre côté pour bien vieillir. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup pour votre attention et avec plaisir pour répondre à toutes les questions que vous aurez. Merci beaucoup. Oui, moi je suis retraité depuis 16 ans maintenant et puis bon, je m'occupe de seniors dans le cadre de l'UFCV à Bouvines par exemple. Mais moi ce qui me frappe, c'est que je n'ai devant moi qu'une majorité de femmes. Sur 30 personnes, il y a 5 hommes, tout le reste sont des femmes. À la gym, c'est pareil. Dans les chorales, c'est pareil. Dans les ateliers d'anglais, de mémoire, etc., ben, les hommes, je ne sais pas où ils sont, je ne sais pas ce qu'ils font en retraite. Est-ce que ça fait peur? Est-ce que je ne sais pas. Je pense que ça fait peur, c'est culturel. Hein, les hommes font beaucoup moins attention à leur santé que les femmes. Et puis, moi, je me pose aussi la question de la retraite. Aujourd'hui, la retraite, elle est, comme j'ai dit tout à l'heure, une femme qui passe à la retraite, elle a été multitâche, ça passe comme une lettre à la poste, on va dire. L'homme, il se fait souvent, comment je vais dire, une montagne de la retraite, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire, vivement que je sois à la retraite, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et en fait, la retraite chez l'homme est mal préparée. Et je pense qu'ils restent assez monotâches ou pas de tâches du tout, et ils vont beaucoup moins vers l'autre, hein, que ce soit en activité comme vous avez mis en place à Bouvines. Mais je pense que c'est culturel aussi, hein, c'est culturel. Parce que ça, on le voit partout en France. Hein. Alors, il y en a qui font un peu d'activité physique, mais je n'ai pas la réponse. Enfin, je pense que c'est très individuel. Hein. Et puis ils restent chez eux, il y en a beaucoup qui restent chez eux à ne rien faire. Vous savez, les suicides, j'ai pas la courbe là, c'est pas très gai ce que je raconte, mais le suicide chez la femme, c'est comme ça toute la vie, d'accord? Le suicide chez l'homme, c'est comme ça, et vous voyez à partir de la retraite, pouf. C'est-à-dire que l'homme est vraiment très investi, trop investi, enfin, ça change avec les jeunes générations, mais beaucoup trop investi dans son travail, ce qui fait que la retraite, ça déménage. Alors, idéalement, c'est de bien préparer sa retraite ou de la prendre tout doucement ou de switcher sur autre chose. Mais c'est violent, hein. C'est violent pour beaucoup d'hommes. Oui, on peut aussi avoir, suite à sa retraite, surtout chez les hommes, rentrer dans des associations. Bon, c'est sûr qu'il y a une démarche, mais il y en a beaucoup qui rentrent dans des associations parce que là, ils retrouvent peut-être le pouvoir, le fait de faire quelque chose avec d'autres personnes. Et ça, on retrouve aussi beaucoup d'hommes. Bon, il y a des femmes aussi, mais les femmes, c'est plus des associations vers le social. Vers l'autre. Aider les autres. Il y a un terme que j'aime pas beaucoup, les malheureux, c'est parce que je m'exprime mal, vous voyez. Les précaires, la précarité. Oui, c'est ça. Donc, mais les hommes peuvent faire aussi, il y en a quand même beaucoup dans des associations où on demande plus, ils continuent un peu leur vocation, enfin leur boulot dans des associations. En tout cas, nous, on est prêts, hein, si c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre de chez Tempoform, à aller porter la bonne parole partout dans les Hauts-de-France. C'est important, parce qu'en plus, la prévention, je dis souvent, on ne prête qu'aux riches. C'est-à-dire que les gens qui sont très attentifs à la prévention, c'est ceux qui en ont le moins besoin. C'est très difficile, hein? Ben ouais, et c'est très difficile, et nous, on est soutenus par un certain nombre de collectivités territoriales. C'est à chaque fois, il faut aller voir les précaires, il faut aller voir les précaires. Ben oui, mais ok, mais comment on fait? On ne va pas aller
harceler ou obliger les personnes précaires à faire des bilans de santé, puisque leur priorité, c'est pas du tout la santé. Leur priorité, c'est avoir un toit, c'est un peu de chauffage, manger. Non, mais c'est vrai, et la santé, ça passe... Et puis je pense qu'on est aussi, alors c'est peut-être pas politiquement correct ce que je veux dire, on est un peu victime aussi de notre super médecine excellente et gratuite. C'est-à-dire que comme c'est gratuit, il y a, je pense, une tendance à se dire c'est pas grave puisque de toute façon je vais être bien soigné, médecine d'excellence, et ce sera gratuit. Il y a des pays où il faut quand même un peu plus attention parce qu'ils savent qu'ils vont devoir... Bon, après, tant mieux qu'elle soit gratuite, notre médecine. Mais je pense que la question que je pose, là, Benoît Vallée, donc le directeur de l'ARS des Hauts-de-France, on est allé le voir pour qu'il nous soutienne. Il nous soutient, heureusement. Mais à chaque fois, il dit « Ah oui, mais prouve-moi que c'est rentable. » Vous savez, c'est comme je disais tout à l'heure, la densitométrie osseuse, est-ce qu'il faut la faire à tout le monde aujourd'hui? Est-ce que c'est rentable ou pas? Combien de fractures on va éviter en faisant une densitométrie osseuse à tout le monde? Et la question de rentabilité, moi j'en ai marre, parce que je pense qu'il faut la transformer, cette question. C'est aujourd'hui, est-ce encore éthique de dépenser autant d'argent en recherche et en traitement sans mettre en prévention pour les maladies chroniques évitables? Il y a des maladies chroniques qui ne sont pas évitables, mais pour les maladies chroniques évitables, on met le diabète de type 2, c'est quand même incroyable. Moi je pense que dans 200-300 ans, ils diront mais qu'est-ce qu'ils ont foutu au XXIe siècle avec le diabète de type 2? On sait le prévenir, on ne le prévient pas, mais on le traite. Et on met un pognon monstrueux dans la recherche pour le diabète de type 2. Vous savez qu'à Lille, on a des grandes équipes sur le diabète de type 2, mais quand je vois ce qu'ils présentent en recherche, c'est brillantissime. Mais je me dis, mais les patients, tu les fais marcher, tu leur donnes des cours de bien manger, ta science, elle ne sert plus à rien. Enfin, j'exagère, hein, mais on est quand même aujourd'hui dans une question éthique qui va au-delà de la rentabilité. Je crois que c'est peut-être lié au fait que la médecine, elle est globalement curative et elle est liée au statut des médecins. En fait, pour qu'il y ait de la prévention devrait être prise en charge, disons, sur un budget global de la Sécu, parce que le médecin de ville a intérêt, lui, à soigner. Il n'a pas intérêt, financièrement, à faire de la prévention. Ça ne lui apporte rien. Notre nouveau ministère de la Santé et de la Prévention, ça on a une chance inouïe d'avoir un ministre de la Santé et de la Prévention, et donc il a annoncé les consultations de prévention 20-25 ans, 40-45 ans, 60-65 ans, et nous on aimerait bien faire les consultations 60-65 ans à tempo forme. Parce que dans les pays nordiques, il y a beaucoup plus de prévention. Il y a madame qui avait une question, je crois. Non ? L'activité physique est un critère important, mais on sait que, par exemple, faire de la course à pied de manière répétée permet le développement d'un muscle ferme et tonique et souple. Mais on a une usure des cartilages, etc. Donc c'est difficile d'imaginer l'activité physique idéale. Il y a un reportage qui a été fait sur Arte, je crois, qui était justement sur les zones bleues et sur le mouvement du corps humain. Et il y en a qui préconisent justement un mouvement naturel du corps humain plutôt qu'une course à pied de 1 heure intensive avec des claquements. Je ne sais pas ce que vous préconisez à ce sujet. Et après, ma deuxième question, c'était sur l'alimentation. D'après vous, est-ce que si on fait une activité comme 1 heure de course à pied, une fois tous les 2 jours, toute sa vie, à une allure modérée de 10 km/h, avec une alimentation saine et équilibrée et un IMC le plus petit possible, je ne parle pas d'IMC par tranche, mais d'un IMC le plus petit possible. Est-ce que, d'après vous, ce sont des qualités qui permettraient un bon vieillissement? Alors, ça c'est mon livre, j'ai oublié d'en parler. Donc, c'est ce que j'ai mis dans mon livre, c'est la différence entre bien vieillir et vieillir bien, j'y reviendrai après, mais vous avez vu ce que j'ai mis au milieu, c'est l'activité physique. C'est pas le sport. Le sport, pour moi, c'est un gros mot, parce que le sport, ça fait mal. Il y a une notion de compétition, c'est chronométré, faut faire ceci, faut faire cela. Donc moi, je trouve que l'activité physique, et d'ailleurs l'activité physique adaptée, c'est trouver son activité physique qui nous fait plaisir. Il faut la notion de plaisir, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment majeur. Alors,
Aujourd'hui, on recommande 30 minutes de marche rapide 5 jours par semaine ou 7000 pas. Tout ça, ce sont des bases. Et dans mon livre, il n'y a aucun chiffre en général que je donne pour justement laisser la notion de plaisir et adapter. Parce que se contraindre à dire je vais faire 7000 pas par jour, qui fait 7000 pas par jour pendant des années? Vous, très bien, vous allez bien vieillir. C'est adapté. Tout ça, faut vraiment prendre la notion du plaisir. Et donc là, j'ai mis l'activité physique au centre parce que pour faire une activité physique, il faut bien entendre, bien voir. On fait de l'interaction sociale. Les gens qui font l'activité physique, ils sont optimistes. Et dans mon prochain livre, si je dois refaire cette même notion, je ferai un train et la locomotive, ce sera l'activité physique. C'est encore mieux, je pense, que ça. C'est vraiment l'activité physique qui, aujourd'hui, s'il y a un secret, pour ça, c'est l'activité physique. Et donc, je voulais juste vous montrer ça. Hop, c'est la différence entre le bien vieillir et le vieillir bien. Le bien vieillir, c'est il faut cocher toutes les cases que le professeur Boulanger vous a dit de faire, et la science et les publications et ainsi de suite. Et le vieillir bien, regardez cette dame, j'ai pas coché la case, il ne faut pas que je fume, j'allume ma clope avec mon gâteau de mes 100 ans. Et je me souviens une fois en consultation, une femme 87 ans, elle vient me voir pour un bilan bien vieillir, elle me dit « faut m'envoyer chez un tabacologue, je fume 3 cigarettes par jour ». Je lui dis « mais continuez !» Mais continuez. Donc, Bon, je suis désolé, il est 11h, donc je me souviens plus de... Alors, Eric peut vous dédicacer le livre en sortant de l'amphi. les droits d'auteur, c'est pas pour moi, ils vont à la Fondation Université de Lille pour la recherche sur le vieillissement. Merci beaucoup. Et vous pouvez me suivre sur Twitter et LinkedIn, il y a des petits posts qui sortent de temps en temps.